Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Alexandre Toussaint, fondateur de la plateforme Baltis. Salut Alexandre. Salut Laurent. Merci d'avoir répondu donc à ma sollicitation. Alors aujourd'hui, on va balayer beaucoup de choses sur la plateforme Baltis. On va revenir bien sûr sur l'historique de la plateforme parce que vous existez depuis pas mal de temps, 2016 il me semble. On va regarder justement toutes les étapes qui vous ont amené aujourd'hui jusqu'en 2024. Alors, j'aimerais aussi qu'on fasse un focus sur, bien sûr, la globalité de vos offres, mais qu'on parle quand même pas mal de crowdfunding immobilier. Et également parler, bien sûr, d'immobilier fractionné, une nouvelle offre que vous avez lancée il y a pas très longtemps. Et enfin, en fin de vidéo, j'aimerais qu'on puisse, et surtout avoir ton avis, l'avis d'un expert voilà, du crowdfunding immobilier sur le marché actuel en 2024 et un petit peu la situation qui est compliquée sur certains projets. Donc, j'aimerais vraiment qu'on aborde ça pour ma communauté et donc les investisseurs. Alors, on va commencer par le début. Je vais te laisser, bien sûr, te présenter et puis présenter un petit peu la genèse de la plateforme Baltis. Ouais, bah écoute, merci en tout cas pour l'invitation et cette sollicitation. Donc moi, je suis Alexandre Toussaint, donc j'ai 36 ans. Donc effectivement, je suis le fondateur de la plateforme Baltis. À l'origine, avant Baltis, j'avais une carrière plutôt dans une double carrière immobilier et gestion de patrimoine, notamment mes études où j'étais vraiment intimement convaincu que l'immobilier allait avec la gestion de patrimoine qui inclut évidemment la finance, la fiscalité, etc., que c'était deux mondes qui devaient plus communiquer. J'ai commencé ma carrière chez Foncière Magellan, qui fait partie du groupe Magellim, et je déployais du coup leurs offres, mais leurs offres étaient principalement accessibles à partir de 100 000 euros à l'époque. Ouais. Comme moi, je n'avais pas 100 000 euros, je m'étais dit, c'est quand même dommage qu'il y ait des très beaux projets sur le marché auxquels les particuliers comme moi n'ont pas accès, faute d'argent. Pas faute de connaissances ou de pouvoir les trouver, juste faute parce que je n'ai pas d'argent, je ne peux pas y accéder. Et à l'époque, j'avais un de mes bons amis qui avait monté le site de cagnotte en ligne, le pot commun. Donc tout le monde connaît, que tu dois peut-être connaître. Ouais, Et oui. je venais avec lui un soir, et effectivement, j'ai eu cette idée de faire un peu le pot commun de l'immobilier, où chacun finalement investirait en fonction de ses moyens, et ensemble, on irait accéder à des actifs auxquels on n'aurait pas accès seul. Donc c'est de là où est parti Baltis. Sinon, voilà, vu que l'offre n'existe pas à l'époque, hein, c'était en 2015, avant qu'on lance, il n'y avait pas tellement de plateformes à l'époque, ou très peu. Oui. À l'époque, il y avait WeSeed et Anaxago qui existaient, mais plutôt sur la partie private equity startup. Certaines qui commençaient à arriver comme Omunity. Et du coup, je me suis dit, voilà, s'il n'y a pas vraiment de solution, je vais la créer, tout simplement. Donc, je n'étais pas prédestiné à être entrepreneur, mais je pense qu'on le devient le jour où on rencontre justement un problème ou qu'on trouve une solution à un sujet. Et donc, je me suis lancé, j'ai quitté Foncière Magellan justement pour créer Baltis. Donc ça, c'était fin 2015, début 2016. Et la première opération qu'on a lancée, c'était en avril 2016. Qui était un dossier dans le Nord. Donc voilà, j'ai plutôt une casquette immobilier, donc forcément tous les premiers projets, les premières années étaient des projets immobiliers. Ça venait de mon expertise et de mes convictions. Sur une plateforme du coup digitale. Alors au départ, c'était très artisanal. Sur la plateforme, c'était un WordPress que j'avais créé de chez moi. On ne pouvait pas signer en ligne, on ne pouvait évidemment pas payer en ligne, on ne pouvait pas faire grand-chose en ligne, mis à part découvrir le concept. Tu vois, les premiers investissements, on nous envoyait des chèques. Donc c'était vraiment une autre époque. C'était les prémices, effectivement. Et on était un peu sous le couvert de l'AMF qui nous disait bon, allez-y, faites, on vous regarde, parce qu'il n'y avait pas de réglementation pour cette activité-là. Donc elle nous regardait, elle nous observait et elle nous disait voilà, il y a un jour, on va sortir un agrément, il faudra l'avoir, mais en attendant, faites et on vous observe. Et jusqu'au jour où effectivement l'agrément CIP, donc conseiller en investissement participatif, a été imposé à toutes les plateformes entre 2014 et 2016, on va dire. Et donc là, on est passé sous un format du coup AMF avec une plateforme beaucoup plus développée, avec signature en ligne, paiement en ligne et ainsi de suite. Donc ça a été assez progressif dans le temps. Et on a toujours eu la volonté de ne pas s'arrêter qu'à l'immobilier, mais d'apporter d'autres verticales. Donc tu parlais d'immobilier fractionné. On fait aussi du financement de start-up maintenant, on rentre capital de start-up. On finance aussi tout ce qui est énergie renouvelable et ainsi de suite. L'objectif, voilà, c'est d'apporter une solution pour les investisseurs pour qu'ils puissent diversifier leur patrimoine de manière assez plus large que l'immobilier, mais toujours de manière accessible. Donc là, les tickets d'entrée maintenant sont à 100 € sur la plateforme pour que ce soit plus facile de diversifier et pas mal de classes d'actifs pour qu'on puisse diversifier son patrimoine vers d'autres produits que l'immobilier. Alors aujourd'hui, Baltis, donc vous êtes à peu près une quinzaine de salariés, si j'ai bien compris. C'est une petite équipe et donc c'est intéressant. Et vous proposez donc déjà, comme tu l'as dit, pas mal de choses. Alors je vais revenir un petit peu, parce qu'en préparant l'interview, je suis revenu un petit peu sur le mot Baltis, ça vient du grec. Je ne sais pas si tu peux nous en dire un petit plus. Oui, ça je pense que ça a été ce qui est le plus dur. Je pense quand j'ai monté la boîte, c'est de trouver un nom bien et surtout disponible. Il y avait un premier nom que j'avais trouvé qui était Agora.
parce que je trouvais le principe de faire la place de marché où on se réunit, on discute et on fait des choses ensemble. Donc j'avais ce nom-là au départ, et en fait, j'ai reçu un courrier d'un avocat de 3 semaines après d'un grand groupe qui avait aussi ce nom Agora, un grand groupe allemand qui avait des activités en France. Et du coup, je voulais pas évidemment m'embarquer dans des procédures, des contentieux, donc j'ai décidé de changer. Et j'ai trouvé effectivement Baltis. Baltis, déjà, ça avait une connotation féminine parce que c'était une déesse. Moi, j'aimais bien le côté féminin, donc on parle souvent de Baltis au féminin, donc c'est elle. On utilise le mot elle, et c'est la déesse qui protégeait la ville. Et moi, je partais du principe que pour protéger nos villes, il fallait investir dans nos villes, en étant peut-être un peu chauvin, mais se dire, voilà, il faut qu'on investisse dans nos villes, qu'on protège peut-être des investisseurs étrangers, et que si on investit dans nos villes, dans nos commerçants, dans nos bureaux, dans nos habitations, on va aussi les protéger. Et donc voilà, cette déesse qui protégeait la ville. D'accord. Du coup, 2016, enfin 2015 même, les prémices, premier projet en 2016. Aujourd'hui, vous avez collecté plus de 110 projets, donc ça chiffre quand même. Et également, donc, sur ces 4-5 dernières années, il y a eu deux étapes importantes. Ce que j'ai pu comprendre, c'est le rapprochement avec le groupe Magellim, et également le rachat de la plateforme Proxima. Je ne sais pas justement si on peut revenir sur ces deux étapes importantes pour la plateforme. Alors effectivement, moi, quand j'ai quitté Foncière Magellan pour monter Baltis, donc Foncière Magellan qui faisait partie du groupe Magellim, j'ai quitté Baltis évidemment en très bon terme, mais surtout en présentant ce que je voulais faire donc à Steven Perron, hein, qui était et qui est encore évidemment le président du groupe Magellim. Il m'a beaucoup accompagné. On se voyait très régulièrement, il m'a conseillé, il m'a aidé, il m'a accompagné. Il était évidemment très curieux de voir aussi l'évolution du monde du financement, de l'investissement, le côté digital, le côté grand public. Donc on était très très proches pendant toute la phase de lancement. Et on avait deux produits qui étaient très complémentaires, parce que lui, avec des tickets d'entrée à 100 000 euros, moi je m'étais dit, bah, toi tu t'occupes des parents, et puis en gros, moi je m'occupe des enfants. Enfants qui un jour seront des parents, et ainsi de suite. Comme ça, on s'adresse à deux clientèles assez différentes, mais complémentaires. Et il y aura forcément des passerelles et d'autres passerelles qui se créeront au fur et à mesure du temps. Et donc, le groupe Magellim est rentré au capital de Baltis en 2021. Donc, ce qui était un petit peu plus ou moins prévu, moi, dans ma tête, et je pense en celle de Steven aussi, de créer du coup une offre complémentaire et sur deux canaux de distribution assez différentes. Donc, ils sont rentrés au capital 2021 dans le but, effectivement, de développer des nouveaux produits, des nouvelles verticales. Nous, évidemment, ça a été un booster accélérateur assez fort, hein, parce que c'est là où on a vraiment décollé, parce qu'ils nous ont apporté de la visibilité, de la crédibilité, mais aussi des produits, des offres, des partenaires CGP, des banquiers, etc. Donc, ça a été un vrai catalyseur pour nous de croissance. Donc, ça, 2021. Et 2022, on a effectivement racheté une autre plateforme, parce que le groupe Magellim est très implanté en région. Ils ont des bureaux à Lille, ils ont des bureaux à Nantes, à Bordeaux, à Toulouse, à Marseille, à Strasbourg. Ah oui. Ils travaillent évidemment beaucoup l'immobilier, qui est un petit peu aussi la locomotive du groupe, mais aussi d'autres produits comme le private equity, comme les infrastructures, comme les énergies renouvelables, comme le viager aussi. Donc, beaucoup de verticales dans lesquelles on se ressemble, et très orienté région. Le siège historique de Magellim est à Nantes, dans le Grand Ouest. Et on a été sollicité par Banque Populaire Grand Ouest, qui en 2015 avait créé Proximia, qui avait plutôt bien fonctionné au départ, mais finalement, il y avait un peu un mélange des genres de leur côté. Ils faisaient le financement bancaire d'un côté pour les projets immobiliers, mais aussi la partie quasi-fonds propres avec la plateforme. Donc, ça faisait un peu mélange des deux. Et nous, on a souhaité leur racheter pour deux raisons. La première, c'est que, étant très implanté dans le Grand Ouest, Proximia intervenait uniquement dans le secteur du Grand Ouest, en gros sur Rennes et sur Nantes principalement. Donc, nous, c'était une façon d'accélérer notre développement sur le territoire du Grand Ouest. Et deux, ce que faisait Proximia aussi via son agrément AMF, c'est qu'il finançait des startups. Et nous, c'est le moment où on voulait aussi se lancer de manière un peu plus officielle. Et on a du coup récupéré leur partie agrément pour pouvoir accélérer plus facilement sur la partie private equity. Donc voilà, le côté régional et le côté diversification des produits en juillet 2022. Et là, début 2024, on vient d'absorber Proximia avec Baltis pour qu'il y ait une seule entité juridique, pour que ce soit plus simple. Par contre, on conserve la marque Proximia, qui sera, qui restera dédiée au Grand Ouest, qu'on a même agrandi, ce que nous, on appelle l'arc atlantique. Donc, ça va de Rennes jusqu'à Bordeaux. Donc, on a inclus la Nouvelle-Aquitaine dans le périmètre. Et on aura d'autres marques qui vont arriver localement, principalement, sur le Grand Est, sur le Grand Sud et le Grand Nord. Ok, Bordeaux, c'est chez moi. Bordeaux fait partie maintenant du croissant du Grand Ouest qu'on appelle l'arc atlantique chez Proximia. Donc ça a permis un élargissement, une diversification en termes de projets. Donc vous avez obtenu l'agrément PSFP également en 2023, donc un seul agrément vu qu'il y a eu le rapprochement avec Proximia.
Donc aujourd'hui, pour reprendre un petit peu les indicateurs de performance macro, hein, plus de 110 projets financés, 55 millions d'euros financés également, rendement moyen Alors ça a bien monté, ça. 10,6%. Ouais. On est à 175 projets et à 85 millions d'euros maintenant. Alors 85, après c'est effectivement, quand j'ai regardé les indicateurs de performance, il y a une segmentation entre ce qu'il y a avant 2020 et puis ce qu'il y a après dans les indicateurs de performance. C'est peut-être pour ça que j'ai fait des… Non, c'est parce qu'en fait, tu as dû regarder sur Baltis et en fait, il y a ceux de Proximea aussi qu'on inclut maintenant. On fait la somme des deux. C'est ça. Donc c'est pour ça que ça rajoute ces 170 projets, 85 millions d'euros financés depuis l'agrément AMF. On ne calcule pas ce qu'il y avait avant. D'accord. Donc, vous offrez, il y a plusieurs produits donc, sur la plateforme. Donc, il y a du crowdfunding immobilier, bien sûr, de l'immobilier fractionné depuis peu, du private equity, de l'ENR. Comment arrivez-vous à vous y retrouver entre toutes ces offres? Est-ce que c'est vraiment des process différents? Vous êtes, et on l'a dit tout à l'heure, une quinzaine de salariés. Donc, comment s'adapter justement à certaines spécificités aussi en fonction de ces différents types d'investissements? Ouais, en fait, je pense que le secret, c'est on y a été étape par étape. On a rajouté des briques au fur et à mesure du temps. Donc, effectivement, c'était très le crowdfunding immobilier exclusivement pendant les premières années. Et ensuite, on a estimé que quand nous, on maîtrisait bien le produit, que nos investisseurs aussi, et qu'on voulait capter d'autres investisseurs, on rajoutait une brique qui était le private equity, donc financement de start-up. Et puis, sur le start-up, on a commencé de manière assez simple aussi, en finançant que des start-up dans le monde de l'immobilier, la construction, la transaction, la rénovation énergétique, la mobilité. Parce que c'est des outils, enfin, c'est des marchés qu'on connaît, qu'on maîtrise et qu'on peut analyser. On n'allait pas financer des startups dans la musique ou dans d'autres qu'on ne maîtrise pas. Donc, on commence toujours par faire ce qu'on sait faire de manière assez pragmatique. Donc, startup dans l'immobilier. Ensuite, les énergies renouvelables, ce qui est assez récent, ça date du mois de janvier. C'était là, pour le coup, plus une conviction d'essayer de participer à la transition énergétique à notre niveau. Et donc, pour ça, c'est de proposer des projets sur du photovoltaïque, du solaire, de l'éolienne aux investisseurs pour qu'eux aussi puissent donner un petit peu plus de sens à leurs investissements. Et pour ça, on a même baissé le ticket d'entrée à 1 euro pour la partie ENR, parce que le climat étant l'affaire de tous, on ne voulait pas du tout que ce soit une barrière, même si on avait déjà baissé les autres à 100 euros, on a été encore plus loin pour les ENR en les baissant à 1 euro. Après, il y a effectivement l'immobilier fractionné qu'on faisait déjà un petit peu à l'époque, parce qu'on avait déjà des offres qui ressemblaient un petit peu à ça, où on achetait des locaux commerciaux sur du long terme avec nos investisseurs. On en a acheté une quarantaine. Donc, on voulait refaire un petit peu ce qu'on faisait à l'époque. Il y aura certainement d'autres produits qui vont rentrer au fur et à mesure, en fonction soit de notre expertise, soit de l'expertise du groupe Magellim, évidemment, parce que dès qu'il prend possession d'un secteur, comme notamment les infrastructures en ce moment, et l'hôtellerie, il y a de fortes chances que ces deux produits arrivent par ricochet chez Baltis 2024 ou 2025. Donc, on rajoute des briques au fur et à mesure pour être demain la plateforme d'investissement sur laquelle on retrouve plusieurs produits. Oui, plusieurs choses pour s'adapter un petit peu à tous les profils d'investisseurs. Effectivement, moi, personnellement, je suis très axé crowdfunding immobilier. Pour avoir parlé, effectivement, l'ENR à le vent en poupe, j'ai reçu également sur la chaîne Florence, directrice de financement participatif France, effectivement, qui parlait justement de cette partie ENR qui progressait, alors que le crowdfunding immobilier depuis 2022, voilà, légère baisse, a baissé quand même en 2023. 2024, ça risque d'être aussi un petit peu compliqué. Donc, effectivement, l'ENR, ça, on le vend en poupe. L'immobilier fractionné aussi, on le voit. Alors, c'est des produits qui octroient un rendement un peu plus faible. Néanmoins, ce sont quand même des projets aussi, des produits plus sur du long terme. L'immobilier fractionné, enfin, tu me reprendras, mais c'est plutôt pour concurrencer un petit peu les SCPI. On est sur des rendements aux alentours de 7% brut, 8%, ce genre de choses, c'est ça? Ouais, alors on lance rarement un produit pour concurrencer quelqu'un. Enfin, nous, en tout cas, chez Baltis, quand on lance un produit, c'est parce qu'on a une conviction, une expertise et qu'on pense que c'est un bon produit. Si ça devient concurrent de quelque chose, tant mieux. Mais en tout cas, l'origine, c'est faire ce qu'on sait faire et c'est faire un produit qui répond à un besoin. Et ce qu'on avait identifié de la part de nos investisseurs, c'est d'investir sur du un petit peu plus long terme. Parce que c'est vrai que le crowdfunding immobilier est très intéressant par sa durée courte, on va dire entre 12 et 18 mois, donc ce qui est très bien. Par contre, pour certains, ils nous disaient qu'effectivement, c'est très court parce que dans 12 et 18 mois, il faut recommencer, il faut suivre, etc. Donc, on a réfléchi à comment on peut faire un produit plus long terme, alors, sans pour autant faire de la SCPI à 15-20 ans, mais à faire un peu un intermédiaire entre 5 et 10 ans. Et ce que je te disais au départ, c'est que chez Baltis, on faisait beaucoup d'opérations de crowdfunding sur de l'investissement locatif à plusieurs, où on achetait des locaux commerciaux. Donc, on réunissait des investisseurs qui achetaient, qui devenaient actionnaires d'une société qui elle-même achetait des locaux commerciaux. Donc, on en a acheté 43, un petit peu partout en France. Et donc, on a retravaillé ce modèle-là pour que, au lieu que les investisseurs achètent donc, et détiennent des actions
d'une SAS, ils viennent par un financement obligataire financer l'acquisition. Donc attention, les investisseurs ne sont pas propriétaires du bien immobilier, ils viennent financer l'acquisition du bien immobilier. Ensuite, évidemment, ils sont garantis par l'hypothèque qui est sur le bien, parce qu'il n'y a pas de banque, donc ils sont évidemment en premier rang inscrits sur le bien. Et nous, on n'achète que des locaux commerciaux, donc des murs de boutique, donc pharmacie, crèche, restaurant, chocolaterie, magasin de vélo, etc. Que des pieds d'immeuble en cœur de ville, parce que c'est ce qu'on sait faire. On en gère aujourd'hui 43. Deux, parce qu'on a une vraie conviction sur l'immobilier commercial, sur le fait que ce soit long terme. Les locataires sont là pour du long terme. Généralement, quand un pharmacien s'installe, c'est pour 10, 15, 20 ans, 50 ans, voire plus. Les restaurants, pareil. Les crèches, même chose. Il y a des rendements qui sont un peu plus élevés que l'habitation, parce qu'on refacture les charges, les taxes foncières, les travaux sont souvent à la charge du locataire. Donc, il y a un point de plus généralement en termes de rendement. Et c'est aussi et surtout une source de diversification. Donc, quand un particulier veut investir dans l'immobilier en direct, souvent il pense soit à sa résidence principale, soit à faire un investissement locatif qui est souvent du résidentiel. On n'a pas le réflexe de dire tiens, je vais acheter les murs d'une pharmacie ou d'un restaurant. Donc c'est un marché qui est un peu plus opaque, un peu plus inaccessible. Et donc on veut rendre l'immobilier commercial plus accessible à partir de 100 euros grâce à cette offre d'immobilier fractionné. D'accord. Alors, c'est très intéressant. De toute façon, on le voit bien sur le marché, l'immobilier fractionné aussi progresse et cette partie immobilier commercial parce que oui, on ne paye pas la taxe foncière notamment. Enfin, ça dépend des baux également. Il y a des charges un petit peu moindres et puis un rendement un petit peu supérieur effectivement par rapport à l'immobilier locatif résidentiel classique. Alors, côté crowdfunding immobilier, vous avez fait un très, très gros changement. Voilà, il y a pas très longtemps, vous êtes passé d'un ticket d'entrée à 1 000 euros à 100 euros. Donc, c'est quand même pas anodin. Et d'ailleurs, merci parce que moi, je le vois au quotidien. Dans ma communauté, beaucoup d'investisseurs ne peuvent pas mettre 1 000 euros sur la table. Et je trouve personnellement, alors ça reste un avis personnel, 100 euros, c'est le bon juste milieu, on va dire. Alors, il y a des plateformes qui vont en dessous, qui vont à 1 euro, 20 euros. Mais derrière, alors c'est bien, ça démocratise l'investissement. Mais après, effectivement, il y a des frais supplémentaires, j'imagine, à prendre en compte, notamment voilà, les frais avec les prestataires, notamment sur les prestations, les dépôts, ce genre de choses, le KYC. Alors, je voulais justement avoir qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur pour vous amener justement à passer à 100 euros? Est-ce que c'est tout simplement avoir plus d'investisseurs, avoir des collectes qui se collectent plus rapidement, sachant qu'en parallèle, il y a aussi une charge supplémentaire pour la plateforme, vu qu'il y a également le support doit être dimensionné vu qu'il y aura peut-être pas x10 au niveau des investisseurs, mais bien plus d'investisseurs. Donc, comment vous avez un petit peu cadré ce passage-là? En fait, depuis 2016, moi, j'ai la volonté d'être le plus accessible possible, mais aussi d'être réaliste par rapport à ce que ça implique. Donc, au départ, le ticket d'entrée chez Baltis, c'était 5 000 euros, tout au début, pendant peut-être les 3-4 premières années. Et ensuite, quand on a eu un site Internet bien développé et performant, on s'est autorisé de baisser parce qu'on avait des outils tech qui permettaient d'être réactif, digital, voire 100% digital. Donc, on a baissé à 1000. On a sorti en septembre une nouvelle version de notre plateforme qui est encore plus digital, encore plus fluide, encore plus simple. Donc, on s'est dit, on peut se permettre de baisser le ticket d'entrée si on veut parce que l'outil tech nous le permet de gérer 400, 4000 personnes quasiment de la même façon. Donc, c'est une question qu'on avait qu'on se posait depuis un petit moment, depuis septembre, du coup, à ce moment-là. Et cependant, on ne voulait pas non plus dégrader ou prendre le risque de dégrader la relation commerciale avec nos investisseurs en baissant trop le ticket d'entrée. Parce que si on le baisse à 1 euro, au lieu d'avoir 400 personnes, on va en avoir 4000. Et si les 4000 nous appellent, on ne pourra pas répondre à tout le monde. Et donc, on ne voulait pas baisser le service après-vente ou la relation qu'on a avec nos investisseurs en se disant s'il y a trop de monde, on ne pourra pas rappeler tout le monde. Si on fait un événement, un petit déjeuner avec tous les investisseurs d'un projet qui débarque à 4000, on ne pourra pas accueillir tout le monde. On va créer la frustration, la déception. Donc, on ne veut pas que ça arrive. Donc, on va le baisser un petit peu entre les deux. Et donc, on l'a baissé à 100 euros en disant voilà, c'est pas 1 euro, c'est un peu moins de 1000, c'est plus accessible. Ça permet aux investisseurs de diversifier plus. Ça permet aussi aux investisseurs qui ne connaissent pas de venir tester avec 100 euros. Et si effectivement ils sont contents, ils sont satisfaits que ça marche, ils mettront peut-être plus tard. Et surtout, le dernier point, c'est qu'on s'est aperçu, je crois, au mois d'octobre ou novembre, qu'il y avait énormément d'argent disponible sur les portefeuilles de nos investisseurs, qui était de l'argent qui venait de coupons. Vous avez reçu 23, 50, 100, 200, 300 euros de coupons. Et donc, ces coupons ne travaillaient pas, étaient en attente d'atteindre le plancher de 1000. Et du coup, on trouvait ça dommage que l'argent ne soit pas capitalisé, ne travaille pas. Et comme on sait qu'on a toujours le raisonnement des intérêts composés ou les intérêts eux-mêmes font des intérêts, il faut qu'on trouve une solution pour que celui qui a 300 euros d'intérêt, il puisse réinvestir tout de suite. Et donc, ce qui permet, je crois qu'à l'époque, il y avait quasiment 2,6 millions d'euros de gens qui avaient moins de 1000 euros. Unitairement.
Donc, c'est pas possible qu'il y ait autant d'argent qui dorme. Donc, il faut qu'on puisse trouver une solution pour qu'ils puissent investir. Et c'est en baissant ce ticket qu'on a pu flécher les intérêts vers les projets. Vous n'avez pas de frais de retrait sur Baltis. Donc, effectivement, Non. ce sont des personnes qui recevaient donc leur coupon régulièrement, qui le gardaient en attendant vraiment le prochain projet. Bah, tu vois, quelqu'un qui recevait 300 euros de coupon au trimestre, il s'est dit, bon, ok, j'ai 300, je vais devoir attendre finalement 1 an pour arriver aux 1000 et pour réinvestir. Ou alors, il faut que j'abonde. Mais en tout cas, souvent, les gens attendaient d'avoir 1000 pour pouvoir réinvestir. Aujourd'hui, la base d'investisseurs, elle se chiffre à combien sur la plateforme? Aujourd'hui, il y a 11 000 inscrits. D'accord. Évidemment, pas tous investis. On a une communauté entre 3 et 4 000 personnes actives qui a investi au moins sur 2-3 projets. Donc, un tiers des 11 000 à peu près. Et on a à peu près une centaine de nouveaux investisseurs par semaine qui nous rejoignent. Sachant que voilà, pour les personnes qui regarderont donc cette interview, si ça vous intéresse voilà, de découvrir la plateforme Baltis, je mettrai un petit lien en description, notamment avec le code LFL. Vous pourrez obtenir 25 € supplémentaires sur votre premier projet. Voilà. Et Code a bien effectivement indiqué le bien à la première étape de votre inscription. Quand vous mettez nom, prénom, adresse, mettez-le là, parce qu'après sinon on a du mal à recroiser. Donc il y a une question à un moment, donc vous ne pouvez pas la louper normalement. Donc n'oubliez pas de mettre le petit code. Pas de souci. En plus, ça vous permettra peut-être, voilà, vu que vous êtes une des seules plateformes à ma connaissance à faire les petits déjeuners. Moi, j'ai d'ailleurs été à celui de Bordeaux, j'ai vu Mariama. C'est très sympa d'ailleurs ce format-là d'aller au contact justement en région, parce que vous êtes basé à Paris, hein, on l'a pas dit, je crois. Mais c'est très sympa, voilà, ce petit déjeuner, c'était une petite parenthèse et j'ai pu y participer et c'est voilà, très intéressant. Bah, tu vois, depuis 2016, toutes les semaines, je faisais un petit déjeuner, c'était tous les vendredis. Je pense que pendant 2 ans, j'ai tenu le cap. Et ensuite, on a gardé cette volonté de proximité, parce que quand c'est une plateforme digitale, je trouve qu'on perd un peu que d'humanité, un peu d'émotion. Donc, on s'est dit, voilà, il faut qu'on aille au contact des investisseurs, mais pas que à Paris, parce que on a peut-être 2 tiers qui sont à Paris, mais c'est-à-dire qu'on a un tiers qui n'est pas à Paris. Donc, on fait événements, petit déjeuner ou after work en fonction des villes. Assez régulièrement. Là, Mariama a fait il y a quelques semaines un tour de France où effectivement elle a fait pas mal de villes et je l'incite évidemment à continuer pour aller rencontrer les investisseurs, prendre les avis, discuter et tout simplement faire connaissance, parce que c'est quand même sympa aussi. Ouais. Alors, je voulais revenir sur le ticket à 100 €. Donc, j'ai eu une question de Chris sur mon groupe Telegram. Quel est votre constat sur les effets du passage à 100 € justement? Est-ce que les projets maintenant se collectent plus vite? Est-ce que ça crée un petit peu une rareté? Enfin voilà, vis-à-vis des liquidités d'ailleurs, est-ce qu'elles se sont réduites, ces fameux 2 millions ou un petit peu plus? Quel est ton constat justement suite à ce passage? Le constat, le premier, c'est que on a divisé le ticket d'entrée par 10, mais on n'a pas du tout 10 fois plus d'investisseurs par projet. On a peut-être 20% de plus. Sur un projet où il y avait environ 100 personnes, on en a 120, 130 peut-être. On a un ticket moyen qui est resté assez stable finalement, qui était entre 3 et 4 000 €. Il est toujours entre 3 et 4 000 €, alors plutôt vers 3 000 € maintenant en ticket moyen. Donc il n'y a pas eu de gros effets parce que les gens continuent. On a aussi des gros investisseurs. En fait, on travaille des deux côtés. On travaille baisser le ticket d'entrée pour avoir une communauté plus grande, mais aussi on travaille beaucoup avec des partenaires type conseiller en gestion de patrimoine ou des banques locales qui nous envoient des clients un peu plus patrimoniaux, un peu plus gros aussi. Donc ça vient s'équilibrer. Donc les statistiques ont assez peu bougé finalement. Quelle est votre répartition justement? C'était une question que je voulais poser par la suite entre la partie CGP, on va dire, et la partie particulier. C'est du 50-50 ou vous êtes plutôt investisseur particulier ou conseiller en gestion de patrimoine? On a lancé les premières conventions en septembre 22. Donc ça fait moins de 2 ans qu'on travaille avec des partenaires. On travaille avec une quarantaine de partenaires aujourd'hui et qui représentent à peu près 25% de la collecte sur 2023. Je pense que 2024, ce sera un petit peu plus parce qu'on a des nouveaux qui nous rejoignent. On a aussi des contrats avec des caisses régionales, justement, notamment à Lille et dans le sud, où en fait, quand on a un projet qui est localement présent dans leur région, on leur envoie aussi pour qu'ils puissent proposer à leurs clients. Donc, la collecte des intermédiaires, je pense, va prendre un petit peu plus de place en nombre d'investisseurs, mais encore un peu plus en termes de volume parce que c'est des plus gros clients. Et chez Proximia, c'est aussi des clients plus patrimoniaux parce que c'était les clients de la Banque Populaire Grand Ouest, la partie banque privée, qui envoyait ses clients sur la plateforme, donc un peu plus de patrimoniaux. Donc on travaille les deux. Pour assurer la question, on ne va pas remonter le ticket, ce n'est pas prévu du tout. On va bien le laisser à 100 €. Et moi, je veux vraiment que les offres elles soient accessibles à tout le monde, que quelqu'un ait 100 €, 1000, 100 000 ou 1 million, qu'il soit évidemment le bienvenu chez Baltis et qu'il trouve son compte s'il souhaite investir. Il y aura un équilibre de toute manière entre ce flux via les CGP avec peut-être des plus gros billets et puis peut-être des investisseurs, voilà, plus à 100 €, 500 €. Mais comme tu l'as dit d'ailleurs, le ticket moyen n'a pas beaucoup évolué, un petit peu baissé, mais c'est reste marginal.
Ouais. Alors, j'avais une petite question. Alors, ça, c'est un point très positif que je vois, voilà, analysant beaucoup de projets sur le marché. La qualité des plaquettes. Justement, je voulais vraiment parler de cela parce que je crois que, en termes de contenu, de données, c'est assez impressionnant. Alors, déjà, bravo. Ça, je voulais vous le dire. Parce qu'il y a tout, et en tant qu'investisseur, c'est toujours un petit peu dommageable quand on a des plaquettes où il n'y a pas toutes les informations, où il nous manque des éléments et qu'il faudrait solliciter la plateforme. On n'a pas obligatoirement envie d'aller dans une démarche de recherche assez longue, même sur le track record ou ce genre de choses, d'aller analyser. Donc, effectivement, comment avez-vous voilà, comment avez-vous fait pour arriver à un tel niveau justement qualitatif sur ces plaquettes? Est-ce que ça a été voilà, étape par étape et puis justement, j'aimerais bien savoir avoir un petit peu plus d'explications sur le process peut-être pour élaborer ces plaquettes qui sont très très longues. Parce que je crois qu'on atteint quasiment 40 pages à chaque fois. Ouais, voire plus. Et, ouais. Non, c'est assez long. Alors, ça peut être très long pour certains, mais moi, j'estime que dans ces présentations, il faut toutes les infos que moi, j'aurais aimé avoir en tant qu'investisseur. Donc, parfois, on essaie de les réduire. Non, c'est trop gros. Est-ce qu'on enlève cette partie-là? Ben non, mais moi, en tant qu'investisseur, j'ai besoin de cette partie-là pour me faire mon avis, soit par curiosité intellectuelle pour comprendre, ou soit pour bien comprendre le projet, parce que je veux savoir qui, quand, comment, pourquoi. Donc, on a toujours, chaque année, on essaie de les réduire pour que ce soit plus synthétique. Mais finalement, on va mettre sur le site une présentation synthétique. Et en annexe, on met toute la presse qui fait entre 40 et 50 pages. Donc, c'est la volonté d'être hyper transparent. Et deux, ça, c'est l'équipe d'Étienne chez nous qui gère toute cette partie-là. Donc, je sais qu'eux aussi ont la volonté de donner le maximum d'infos. C'est plutôt, Étienne, il a un profil plutôt ancien banquier. Donc, il faisait des notes évidemment très, très complètes à chaque fois. Donc, il a pris, pour moi, les bons réflexes d'être exhaustif ou le maximum, le plus exhaustif possible sur les dossiers. Et en disant, voilà, ceux qui veulent avoir un peu d'infos lisent le résumé. Ceux qui veulent toute l'info, elle est disponible. Il y a des annexes s'il faut et il y a d'autres documents. Donc, pour moi, c'est plutôt un devoir d'être aussi complet. C'est vrai qu'il y a certains confrères où c'est très très léger, un peu light. En fait, je trouve que ça manque quand même d'infos. Et effectivement, pour éviter que tout le monde nous appelle pour avoir des infos complémentaires. Alors, il se peut qu'il y ait des questions auxquelles on n'a pas répondu ou des infos qui manquent, mais je pense que dans 95% des cas, tout y est. Mais pour moi, c'est une obligation. Enfin, c'est pas concevable qu'il n'y ait pas toutes ces infos-là présentes dans toutes les plaquettes de chez toutes les plateformes. Parce que pour se faire son avis, il faut toutes ces infos-là à tous les étages, le financier, le juridique, les autorisations administratives, les BP, etc., etc. Et on refait nos propres BP, nos propres business plans. On ne prend pas le BP de l'opérateur, on refait mouliner tous les chiffres pour vérifier que, lui, ne s'est pas trompé, parce que ça peut arriver, et voir si nos calculs, pour calculer la marge, pour calculer certains ratios sont respectés. Donc voilà, c'est assez compliqué de faire des plaquettes aussi longues quand on sort 1 ou 2 projets par semaine, parce qu'évidemment, ça prend du temps, que depuis le nouvel agrément AMF, il faut mettre les projets 7 jours à l'avance sur le site. Donc, à chaque fois, on rentre dans une seringue que nous, on appelle le tunnel des collectes chez nous, où en fait, il faut aller vite parce que l'opérateur a besoin de l'argent à la fin du mois pour acheter. Il nous a pas envoyé tous les docs. On n'a pas tout analysé. Il faut qu'on mette la plaquette aussi, la plaquette commerciale. Donc, on rentre dans un petit stress à chaque projet pour tenir les délais. Mais c'est un mal nécessaire important pour que toutes les infos soient là. Non, mais c'est vraiment super, d'autant que également sur la première partie, bon, il y a une petite synthèse aussi qui permet déjà de voir si la typologie de projet nous convient et autres. Alors par contre, pour les 7 jours, j'ai toujours eu le flou. Alors, j'ai entendu plusieurs fois que c'était une obligation. Pour d'autres, ce n'est pas une obligation. Est-ce vraiment une obligation, justement, ces 7 jours? Alors effectivement, sur certaines plateformes, des fois, c'est communiqué moins de 24 heures à l'avance. Alors là, je trouve ça inacceptable. Il faut au moins 2 nuits, il faut que ça soit quand même qu'on ait le temps de lire correctement les plaquettes. Alors effectivement, quand il y en a 40 pages, 7 jours, c'est mieux que 2 jours. Mais je ne savais pas qu'il y avait, alors j'ai jamais eu l'information, la source justement sur cette exigence et ce délai minimum. Ouais, c'est l'exigence de l'AMF. Après, libre à chacun de respecter la loi. Mais en tout cas, nous, on aime bien être les bons élèves de la classe et en tout cas respecter ce qu'on nous dit de faire, tout simplement. Et c'est à nous de nous adapter à la réglementation et pas l'inverse. Même si on fait quelques actions, notamment avec Florence, pour essayer d'arranger certaines choses. Et après, chacun fait sa propre définition des 7 jours. Est-ce que les 7 jours, c'est le moment où on envoie le mailing à tout le monde? Est-ce que c'est le moment où le site est le projet est en ligne? Est-ce que c'est le moment où le contrat d'émission obligataire est signé? Donc ça, c'est un peu flou. Nous, on essaie d'envoyer 7 jours à l'avance les projets, donc le mailing. Comme ça, tout le monde est averti 7 jours à l'avance, donc du lundi au lundi, du vendredi au vendredi. Parfois, on a été un petit peu tendu par les délais où tout n'était pas encore signé, donc on a mis la vignette du projet en ligne, ce qui pour nous peut faire démarrer les 7 jours, parce qu'en fait, il nous fallait que 5 jours, donc on essaye de faire ça. Mais nous, je pense que 99% des projets, c'est 7 jours à l'avance, c'est comme ça.
Et si l'opérateur il est très pressé, c'est qu'il s'est mal organisé. Si c'est mal organisé, c'est à lui de décaler la signature de la promesse de quelques jours. Parce que nous, on a les 7 jours d'un côté. Et ensuite, maintenant, il y a 4 jours de délai de rétractation. Donc, ça fait 11 jours incompressibles, selon moi. Plus le temps avant-après. Donc, c'est pour ça que maintenant, on met un mois bout à bout, minimum, pour au moment où on reçoit le dossier, jusqu'au moment où on décaisse les fonds à l'opérateur. D'accord, c'est très intéressant d'avoir cette vision globale. J'avais une question concernant les garanties. Alors ça, c'est une question pareil qui vient du canal Telegram, notamment de Natdex et puis également Eiffel qui a appuyé cette question. On a vu, alors il y a un très beau projet là qui sort, Dijon Centre, on en a parlé d'ailleurs juste avant de démarrer l'interview. Et également, il y a d'autres projets. Alors c'est une question sur les garanties. Est-ce que il y a des projets, notamment là, 2 projets qui sortent où il y a une garantie, une hypothèque de second rang, donc on sera les deuxièmes créanciers. Est-ce que vous envisagez peut-être à court, moyen, long terme, d'aller peut-être plus vers des hypothèques déportées sur d'autres biens pour qu'on ait quand même une hypothèque de premier rang? Alors on sait très bien que des fois, sur une hypothèque de second rang, on est quand même pas mal parce que voilà, vis-à-vis du projet, c'est OK. Mais effectivement, les investisseurs aujourd'hui sont quand même un petit peu plus réticents à aller sur un projet avec uniquement une hypothèque de second rang. Tout à fait, non, mais ils ont, enfin, c'est ce qu'on observe aussi évidemment. Dès qu'on a des projets hypothèques second rang, on met plus de temps à les collecter. Après, il faut savoir analyser le projet dans sa globalité. Il ne faut pas juste se dire, je regarde les garanties, si c'est premier rang, j'y vais, si c'est premier rang, j'y vais pas. Il faut aller plus loin parce qu'il faut regarder qui monte le projet, la solvabilité financière de l'opérateur, où en est le projet en lui-même. Quand on est en second rang, ça veut dire qu'il y a souvent une banque en premier rang, qui est pour moi aussi un indicateur positif d'avoir une banque qui finance, surtout en ce moment. Donc ça envoie un bon signal, c'est-à-dire qu'elle a aussi fait son audit, elle a donné son accord et elle finance le projet, elle accompagne l'opérateur. Donc c'est pour moi un bon signal. Et ensuite, il faut regarder les autres garanties quand on est en second rang, où il y a souvent des cautions en notarié, donc signées chez les notaires. Il y a des ordres irrévocables de remboursement. Donc ça veut dire que le jour où le bien est vendu, le notaire a obligation de nous rembourser, nous, directement en priorité, sans que ça passe par l'opérateur. Donc pour moi, qui est une garantie hyper forte, parce qu'on est sûr que le jour où c'est vendu, l'argent est bien fléché chez nous. Parce que le jour où vous avez une hypothèque ou d'autres garanties, l'opérateur il est remboursé, ça arrive sur son compte à lui d'abord. Donc il faut cette garantie d'ordre irrévocable de remboursement, elle est importante. Il peut y avoir des fiducies aussi sur certains titres. Oui. Et après, l'hypothèque déportée, moi je suis assez dubitatif dessus parce que j'estime qu'un projet doit s'autosuffire. Si le projet ne permet pas d'avoir une hypothèque de premier rang, ou une garantie qui est aussi forte comme la fiducie, je ne suis pas forcément partisan d'aller prendre une hypothèque sur un autre actif qui n'a rien à voir. Et d'ailleurs, ça peut être contesté aussi. C'est comme une caution d'une personne qui n'a rien à voir ou une GAPD d'une société qui n'a rien à voir. Ça peut être contesté parce que quel est l'intérêt d'une caution ou d'une garantie à première demande de donner une garantie pour un projet auquel elle n'a aucun lien. Donc, je me méfie un petit peu d'aller faire des garanties un peu déportées ou voire un petit peu plus exotiques. La garantie doit porter sur celui qui porte le projet et doit porter sur le bien immobilier qui est concerné par ce financement. D'accord. Donc c'est un choix. Tu as déjà vu justement le fait que certaines garanties aient pu être relevées en fait entre guillemets. Est-ce que ça t'est déjà arrivé sur certains projets que je sais pas moi, l'hypothèque de premier rang posée ou une GAPD puisse dans un second temps être supprimée, annulée tout simplement? Alors chez nous non, parce que nous depuis 2015 on travaille avec un notaire qui s'appelle Tristan Savouré, qui est très très pointilleux sur ces sujets-là et qui nous alerte dès qu'il y a un soupçon de peut-être qu'on ne sait jamais. Donc on est très très. Enfin moi dès qu'il me dit quelque chose, je fais exactement ce qu'il me dit depuis 2015, enfin, depuis la première opération début 2016. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Donc s'il me dit ça c'est cette caution-là, en fait elle n'est pas directement concernée. Moi à votre place je ferai pas ça. Bon je le fais pas tout de suite. Donc on n'a jamais eu ce cas-là. On a toujours préféré des choses assez simples. Moi, je suis plutôt de l'équipe hypothèque plus que fiducie parce que j'estime que l'hypothèque, elle est conventionnelle, elle est inscrite chez les notaires, elle est validée dans le temps. Enfin, on connaît bien le principe. Les fiducies, c'est un peu nouveau. Je sais qu'il y a quelques plateformes qui ont des problèmes pour activer les fiducies sur des contentieux en ce moment parce que finalement, on se rendait compte qu'il manquait un document, que c'était pas très clair, que c'était mal rédigé. Quand l'hypothèque elle est enregistrée par les notaires, le notaire s'engage et engage un peu sa responsabilité dans l'acte. Donc, moi, il n'y a pas de sujet. Donc, je suis plutôt ancienne école sur les garanties.
Et le côté notaire, c'est lui qui s'occupe des hypothèques, des cautions, des ordres irrévocables de remboursement. Donc, il est quand même un maillon de la chaîne qui est très important au début, mais aussi à la sortie pour le remboursement. Donc, il faut avoir des notaires évidemment compétents, de confiance et qui savent faire qui ont une dimension un peu de conseil pour dire voilà, moi à votre place, je ne ferai pas ça ou je ferai ça comme ça. Donc, il faut bien s'entourer. Ok, c'est très clair. Petite question également d'Alejandro sur le PEA-PME. Est-ce toujours en fait aujourd'hui intéressant voilà, pour les projets? Parce qu'on sait, bon, vous aviez, alors je ne sais pas si c'était un partenariat ou un lien avec Before Bank. Il y a eu les frais d'entrée qui ont changé, peut-être aussi d'un point de vue marketing commercial, peut-être moins d'intérêt également pour la banque d'aller vers justement plus d'ouverture de ce type de produit. Est-ce qu'aujourd'hui, voilà, en 2024, il peut être encore intéressant d'investir sur des projets de crowdfunding immobilier dans l'enveloppe fiscale du PEA-PME? Toujours, parce que la fiscalité du PEA-PME n'a pas changé ces derniers mois, ces dernières années. On a toujours cette exonération d'impôt sur le revenu à partir de la 5e année, mais à partir du retrait. Donc, ça veut dire que tant que, même si vous êtes remboursé au bout de 12 mois, 18 mois, les intérêts tombent dans le PEA, ont zéro impôt tant qu'ils restent dans le PEA-PME. C'est au moment où vous récupérez sur votre compte perso qu'il y a l'imposition arrive, soit plus de 5 ans que les prélèvements sociaux, soit avant les prélèvements sociaux et l'IR. Donc oui, ça vaut toujours le coup parce que au-delà de 5 ans, on ne paye que les prélèvements sociaux. Après, l'autre côté, c'est que ça dépend des montants et ça dépend aussi de la durée d'investissement. Parce que faire un projet qui dure 3 mois via son PEA-PME, ça prend du temps, l'énergie, de l'administratif, parfois des frais, et des frais qui peuvent être assez couper un peu le rendement parce qu'on les a au bout du 3e mois, on réinvestit, donc on repaye des frais. Donc en fait, moi, ce que je conseille souvent, c'est ça dépend du montant que vous souhaitez investir, du temps que vous avez pour suivre aussi, et aussi de la durée des projets. Si c'est un projet qui est de moins de 12 mois, moi je conseille moins parce que du coup, ça nécessite du temps et aussi des frais. Et c'est pour ça que l'immobilier fractionné peut être intéressant par sa durée d'investissement un peu plus longue d'aller faire du PEA-PME. Et c'est aussi pour cette petite aparté qu'on a aussi monté un produit un peu hybride chez Baltis. On a lancé un fonds, un FCPR, qui lui a vocation à investir dans des projets de crowdfunding immobilier chez Baltis, mais chez les autres aussi. Donc, on va investir chez Naxago, chez Crowdfunding, chez Riser, etc. Donc, on veut créer un fonds. On a créé un fonds architecture ouvert sur plusieurs plateformes pour diversifier sur plusieurs plateformes qui, lui, est éligible au PEA-PME avec une durée d'investissement plus longue. Donc, c'est-à-dire qu'on investit, l'investisseur investit une fois dans le fonds et ensuite, nous, on va aller investir sur plusieurs plateformes sur du court terme pour faire travailler l'argent. Ça peut être intéressant, effectivement. Alors aujourd'hui, les frais, c'est 1,2%. Je crois qu'il y avait un petit peu une uniformité entre les différentes banques. Mais effectivement, la difficulté aussi reste derrière le nombre de projets éligibles. Effectivement, si on part sur un projet de 12 mois, mais au bout de 12 mois, on n'arrive pas à trouver un autre projet qui nous plaît en fonction de nos propres sensibilités, donc accessible au PEA, PME, parce qu'effectivement, aujourd'hui, assez peu de plateformes quand même proposent cette possibilité-là et beaucoup d'investisseurs trouvent que voilà, il y a la carotte fiscale, donc il y a des conditions où il faut aller sur des projets assez longs, mais il y a quand même les frais et c'est pas si simple que ça de se lancer de là-dedans et d'aller commencer à mettre de l'argent et donc des intérêts, de le figer dans l'enveloppe. Donc ça doit être mûrement réfléchi. Il faut bien lire aussi les petites lignes, évidemment, avec nos amis banquiers. C'est qu'il y a les frais de souscription qui ont été uniformisés, mais il y a certaines banques qui ont rajouté d'autres frais. Des frais de dossier, des frais de fonctionnement. Enfin, il y a plein de frais un petit peu nouveaux qui sont arrivés qui peuvent effectivement se rajouter, s'additionner. Et donc là, l'intérêt peut se perdre aussi assez vite. Donc, il faut lire les petites lignes pour être sûr de voir les frais cumulés par dossier. Il y a parfois des droits de garde. Donc, chaque année, vous payez des frais. Et parfois, certaines banques font des frais de sortie aussi. Donc, voilà, il faut vraiment tout additionner pour s'assurer qu'il y a un vrai intérêt de le faire via son PEA-PME. Peut-être comparer les banques aussi. On sait que ça marche très bien avec certaines banques, un peu moins bien que d'autres, il faut les comparer. Et ensuite, voilà, toujours avoir cette verticale. Plus c'est long terme, plus les frais seront absorbés et amortis, plus l'investissement dure dans le temps. Comme toujours, il faut creuser et puis voilà, rechercher, se faire son propre avis. Ouais, ou, alors maintenant, soit se faire conseiller par un CGP, ou soit effectivement rejoindre une communauté comme la tienne, où effectivement il y a de l'échange, il y a du partage d'infos. Donc effectivement, si vous avez une question sur telle banque dans laquelle vous pouvez avoir un PEA-PME, posez la question, échangez, conseillez et passez-vous de l'info. Et c'est aussi l'intérêt des communautés, c'est le partage d'infos pour éviter des erreurs ou creuser un petit peu un sujet. Alors c'est vrai que moi je suis totalement transparent sur ce que je fais. Effectivement, le PEA-PME, j'ai voulu le faire, j'ai vu la hausse des frais.
Et la difficulté justement d'accéder, parce que certaines banques aussi travaillent avec certaines plateformes, donc il y a une vraie complexité d'aller vers cet outil-là. Mais je ne doute pas que dans certains cas de figure, voilà, en analysant pas mal de choses en amont, en allant sur des projets peut-être plus long terme, qu'il y ait vraiment un intérêt à aller vers ce type d'investissement, enfin dans cette enveloppe surtout. Alors maintenant, je voulais… Moi, à titre perso, j'ai beaucoup investi dans les projets de Baltis. Mais je ne l'ai jamais fait via mon PEA-PME en me disant, OK, effectivement, j'aurais dû le faire ou je devrais le faire, mais finalement, je le fais en direct à chaque fois, où c'est plus simple, c'est rapide, ça retombe, il y a le PFU, hop, et je réinvestis. Donc, finalement, même moi, je le fais en direct, peut-être par simplicité. Il y a la question de la simplicité aussi derrière, qui est importante. Alors maintenant, je voulais qu'on aborde un petit peu la deuxième partie. Quel est ton regard vis-à-vis du marché en 2024? Donc, on a eu une grosse hausse des collectes jusqu'à 2022, 2023, enfin 2022, un début de crise qui a continué en 2023, hausse des taux, hausse des prix des matériaux, moins de collectes. On arrive en 2024, donc on voit bien que la globalité des acteurs, y compris Baltis, vous avez donc sûrement voilà, affiné vos critères de sélection, toujours pour faire un gros filtre dans la sélection des projets. Néanmoins, on se retrouve avec une situation, alors toujours, hein, c'est bien, hein, moi j'essaie d'expliquer aussi de projets de 2021, 2022 ou début 2023 qui doivent maintenant sortir, qui ont du mal à sortir parce que le contexte à l'époque était différent. Hein. C'est toujours difficile d'anticiper une crise. On a après, peut-être à partir de mi-2023, de nouveaux projets qui ont été collectés, peut-être avec de nouveaux critères de sélection, peut-être plus, voilà, prenant en compte le contexte économique et pas mal de choses. Comment tu vois un petit peu cette année 2024 ? Est-ce que, voilà, on voit bien que les ventes repartent un petit peu, mais c'est pas non plus la panacée. Comment tu vois un petit peu voilà, la situation du marché immobilier et puis pour le crowdfunding immobilier, parce que beaucoup de personnes commencent à avoir peur. On voit pas mal de vidéos sur YouTube où on montre des taux de retard. On sait très bien aussi, enfin moi ayant fait l'immobilier physique, que en immobilier, il y a toujours des aléas. Là, il y a une crise au milieu. Il faut laisser du temps aussi au temps pour que ça puisse sortir correctement. Enfin voilà, j'aimerais bien avoir ton avis sur ce sujet. Oui, un peu comme tu dis, il faut laisser le temps au temps. C'est qu'on sait que le marché immobilier est un marché qui est cyclique. Il y a des hausses, il y a des baisses, il y a des hausses, il y a des baisses. Il y aura d'autres crises, hein, peut-être en 2029, 30, 31, 30. Il y en aura d'autres régulièrement. Il y a toujours des hausses et des baisses. Ce qu'il faut analyser, c'est le marché immobilier. C'est de tirer un trait en fait sur la courbe et de voir que finalement, la tendance, elle est souvent haussière, voire tout le temps haussière avec le temps. L'immobilier, c'est des cycles longs. Et donc, il ne faut surtout pas faire du trading ou boursicoter sur l'immobilier parce que, un peu comme la crypto, hein, ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse. On voit que c'est assez linéaire quand même, ça monte. Mais voilà, il ne faut pas raisonner court terme. Donc oui, le marché immobilier a été très chahuté en 2023 et 2024 encore. Donc forcément, par effet de ricochet, le monde du crowdfunding immobilier également. Forcément, parce que moins de dossiers, moins d'opérateurs, des banques qui financent moins de vendeurs, des prix qui ne baissent pas encore, etc. Donc forcément, le marché immobilier a fait moins 50, voire moins 60%. Le crowdfunding immobilier a fait, lui, moins 30%. Donc l'année dernière, le financement participatif, c'était 2 milliards de collectes. La partie immobilier, c'était 1,2 milliard. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même 1,2 milliard d'euros qui ont été collectés via les plateformes. On n'est pas non plus, ça reste quand même un chiffre qui est important de collecter plus d'1 milliard. Alors certes, moins d'1,6 milliard de 2022, donc il y a quand même une collecte qui est importante. Et effectivement, il y a beaucoup de retards, mais des retards, ce n'est pas à cause des plateformes ou forcément à cause des opérateurs, c'est à cause des projets qui ne se débouclent pas. Et pourquoi ils ne se débouclent pas? Parce qu'il y a des conditions, notamment d'octroi des prêts, qui sont plus dures à obtenir, que certains n'obtiennent pas. Donc, quand on n'a pas son prêt, l'actif il est remis en vente et on repart pour 4-6 mois. Donc, ce n'est pas des retards qui sont inquiétants quand c'est un retard qui est commercial. C'est juste que le bien n'est pas encore vendu. Les travaux sont finis, mais le bien n'est pas vendu. Donc, c'est le seul risque, c'est qu'il n'est pas encore vendu, donc il faut attendre un petit peu. Donc, c'est pour ça que même dans les retards, il faut savoir décomposer. Moi, ce que j'appelle les retards graves et les retards pas graves. Pas grave, c'est parce qu'on n'a pas encore réussi à vendre. Grave, c'est parce qu'il y a soit un problème sur les autorisations administratives, sur les travaux ou la santé financière de l'opérateur qui commence à être compliquée. Mais si c'est juste l'acquéreur n'a pas eu son prêt, l'opérateur remet en vente l'actif, bon, il n'y a pas de quoi s'alarmer. Il baissera peut-être un petit peu son prix, il baissera peut-être un petit peu sa marge, mais il finira par vendre, surtout si les taux commencent un petit peu à baisser, si les banques recommencent à prêter. Moi, j'estime que d'ici la fin d'année, le marché immobilier de l'investissement va bien repartir. Et c'est là où beaucoup de projets vont être débouclés ou se déboucler. Alors, il y aura peut-être certains chez nous aussi qui ont eu 1 an, peut-être 1 an et demi de retard. Mais depuis 1 an, on attend juste que l'appartement soit vendu. Il n'y a pas d'autre risque. Donc, c'est à l'opérateur que ça coûte cher. Certes, l'investisseur n'a pas son rendement
Donc, il attendait. Donc, on essaie de le prévenir évidemment le plus tôt possible. Mais c'est l'opérateur, il faut avoir en tête que c'est l'opérateur qui, lui, supporte tous les risques et tous les frais de retard. Les frais les intérêts de la banque, les intérêts du crowdfunding, son prix qui va peut-être un peu baisser, donc sa marge qui baisse, donc c'est lui qui trinque. Donc voilà, il y a beaucoup de retards qui sont liés à un décalage dans le temps, qui pour moi n'est pas inquiétant. Mais tout l'intérêt et tout l'enjeu pour nous, plateforme, c'est d'être le plus transparent possible dès qu'on a des infos, des actus. Alors que parfois on a du mal à en récupérer parce qu'on n'en a pas, ou l'opérateur répond pas, ou en fait on n'a pas les bonnes infos, ou on veut d'abord les vérifier avant. Si on dit voilà, on a signé une promesse, mais on veut d'abord voir ce qu'il y a dans la promesse avant de communiquer. Donc on essaye au maximum de récupérer les infos, mais parfois on a du mal à tenir le fait de faire des actus tous les trimestres. Mais il faut aussi avoir en tête, dernier point, qu'on est dans la même aventure avec l'opérateur, que l'objectif de tout le monde, c'est que l'appartement soit vendu. Donc, lancer des procédures et des contentieux dès le jour 1 de retard, moi, je ne suis pas partisan, parce que je trouve que ce n'est pas constructif. Il faut discuter, échanger et trouver des solutions, plutôt que dire, OK, parce que c'est dans l'intérêt de personne qu'un opérateur parte en liquidation. Parce que si on lance une procédure trop tôt, que ça part en liquidation, bah, ils vont tout perdre, plutôt que de réfléchir à comment on peut faire pour tout le monde y trouve son compte. Est-ce qu'on rajoute une garantie? Est-ce qu'on monte le taux? Est-ce qu'on met des coupons tous les mois? Voilà, trouver une solution constructive pour qu'ensemble, l'opération soit un succès. Oui, tant qu'il y a de l'échange aussi, voilà, il faut que tout le monde puisse sortir par le haut. Alors, une petite question, est-ce que vous ajoutez des pénalités potentiellement si on sort de la durée contractuelle? Exactement. Il y a des pénalités. Alors, effectivement, tu dis bien, au-delà de la durée contractuelle, généralement, nous, un opérateur qu'on finance sur une durée, il a plus 3 mois ou parfois plus 6 mois en fonction des projets. Donc, ça, c'est du retard autorisé parce qu'effectivement, l'aléa existe dans l'immobilier, existera toujours et ce n'est pas une science exacte et il y a souvent du décalage, surtout en ce moment. Et au-delà de cette durée contractuelle, on tombe du coup dans une durée non contractuelle. Et là, pour pouvoir faire un avenant, dans ce cas-là, on modifie les conditions. Déjà, on monte le taux d'1 ou 2 points, on rajoute des coupons tous les mois généralement, et il y a effectivement des frais aussi. Donc, on estime que voilà, quand c'est au-delà du contractuel, même si on peut comprendre qu'un projet est très en retard parce que l'appartement, encore une fois, n'est pas vendu, donc ça se comprend, mais il y a aussi des engagements qui sont pris au départ. Donc voilà, on essaie de trouver un bon compromis en disant voilà, les conditions de financement sont meilleures, les coupons sont plus réguliers, et on décale de 3 mois ou 6 mois. D'accord. Petite question sur les projets, la partie de projet où c'est peut-être un peu plus compliqué. Vous prévoyez régulièrement, j'imagine, des enveloppes dédiées aux démarches avocats, démarches juridiques ou ce genre de choses quand il faut. Alors, je ne sais pas si le porteur de projet entre dans un mutisme, ne répond plus ou ce genre de choses. Comment justement vous activez et est-ce que cette partie-là financière va être inclue dans potentiellement l'avenant qui doit être derrière Alors, dans tous les contrats, c'est déjà prévu. D'accord. Il faut savoir, c'est quand même la plateforme qui avance tous les frais. C'est-à-dire que c'est nous, Baltis, qui payons tous les avocats, toutes les procédures, tous les contentieux. Donc, on engage que nos fonds propres pour le compte des investisseurs. Donc, si on récupère rien, c'est une perte sèche pour Baltis. Et si on récupère, il y a une partie de ce qu'on a payé qui est déduite de ce qu'on a récupéré. Dans la hauteur de 3% maximum du montant de l'investissement. C'est-à-dire que si on a financé en gros 100 000 euros, on peut récupérer 3 000 euros maximum. Et les 97 restants sont redistribués à tout le monde. D'accord. Très intéressant. Non, parce que c'est vrai que c'est une question aussi, moi, personnellement, que je me pose en voyant un certain nombre de taux de retard. Je me dis, l'impact après d'humain, côté plateforme, d'assurer cette gestion est financier parce que solliciter des avocats, enclencher pas mal de démarches, même si j'ai bien entendu, il faut éviter le plus possible et rester dans du dialogue. Parce que beaucoup de projets peuvent encore sortir par le haut et pas d'inquiétude là-dessus. Mais c'est vrai que c'est une question, il ne faudrait pas que ça fragilise une plateforme qui arrive à un certain taux de retard très conséquent avec beaucoup de procédures, ce qui apporterait vraiment et mettre en difficulté et créer de la fragilité sur la plateforme. C'était en ce sens que je posais cette question. C'est important parce qu'il faut que les intérêts soient alignés parce que dans ce cas-là, moi, pourquoi je vais lancer une procédure, moi, Baltis, à 15 ou 20 000 euros contre tel opérateur? Quel est mon intérêt, moi, financier de le faire? Mis à part ma réputation et évidemment le fait que je défends les intérêts des investisseurs, quel est mon intérêt financier de dépenser 20 000 euros? Aucun. Donc, il faut être sûr que si on lance la procédure, on a été au bout des discussions à l'amiable, qu'on essaie de faire avant. Et dans ce cas-là, on lance le contentieux parce qu'on s'engage à le faire et à défendre les intérêts. Mais on ne va pas, effectivement, dès le jour 1, dire OK, on assigne tout de suite et on part en procédure. On essaye d'être intelligent sur la manière d'échanger. Et après, évidemment, si on n'a pas de nouvelles et qu'on est dans le dur, on attaque tout de suite, évidemment. Mais on essaie d'avoir une relation un peu humaine. On est assez proche de nos opérateurs pour comprendre. On est des entrepreneurs, on est des professionnels de l'immobilier. Donc, échangeons, discutons, voyons ce qu'on peut faire. Et si ça coince, contentieux, mais essayons d'abord de trouver une solution.
Ok. Dernière petite question avant de te laisser le mot de la fin. Question toujours d'une personne ils ont été assez réactifs sur, sur le groupe Telegram. AcroJojo qui pose la question, est-ce que vous pensez voilà, que les taux de rendement des projets vont baisser ou vont se maintenir au-dessus de 10-11% dans les prochaines années, même si aujourd'hui, même d'ailleurs, on est entre 11 et 12%, 11,5% sur les derniers projets, il me semble. Est-ce que, voilà, de ta propre vision, tu penses que ces taux, voilà, alors c'est difficile d'avoir une boule de cristal, mais est-ce que ça pourrait baisser et redescendre en fait à 10, voire peut-être moins? Alors, moi, personnellement, je trouve que les taux en ce moment sont trop élevés par rapport au risque qui est pris. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 2020, 21, 22, on était sur des taux à 8, 9, 10 avec uniquement quasiment des garanties de second rang. Et aujourd'hui, on a des meilleures garanties et avec des taux qui ont pris 2 voire 3 points de plus. Donc, ce qui n'est pas logique parce que qui dit meilleure garantie dit normalement moins de risques, donc dit normalement taux plus faible. Donc, il y a quelque chose pour moi qui n'est pas équilibré. Bah, tant mieux pour l'investisseur parce qu'il a des meilleures garanties et un meilleur taux. Tant mieux pour lui. Cependant, je pense que les prochaines opérations 2024-25 vont être peut-être même les meilleures parce que les prix vont baisser. Donc, les opérateurs vont mieux acheter et revendront dans un cycle haussier en 2025, 26, voire 27. Donc, au bon moment aussi. Donc, les marges seront assez confortables. Mais moi, je pense que le taux doit vraiment refléter le risque et qu'aujourd'hui, le risque avec une hypothèque de premier rang, des cautions notariées, des ordres irrévocables, des GAPD, etc., qui est plus de garanties qu'avant et des meilleurs, il devrait être plus bas. Il devrait être entre 9 et 10 aujourd'hui, le taux. Il y a une petite une déconnexion, je pense, mais qui va être régularisée dans le temps. Petit, ouais. Donc, je pense que ça a plutôt vocation à baisser qu'à monter. Donc pour moi, cette année, ça va être assez stable. On va être entre 10 et 12, voire entre 11 et 12 partout. Et je pense qu'à partir de l'année prochaine, on sera plutôt entre 10 et 11. Et peut-être qu'en 2026, on sera entre 9 et 10. On va retrouver des taux un peu plus, pas normaux, parce qu'il n'y a pas de normalité dans le crowdfunding encore aujourd'hui, mais en tout cas, qui reflètent plus le risque qui est pris. Aujourd'hui, hypothèque premier rang qui couvre à 100% et un taux à 12, j'estime que c'est très bien payé pour l'investisseur. Donc tant mieux. Ok, bah écoute, c'est très clair. Merci pour ta réponse et merci pour toutes tes réponses. Bah, je vais peut-être te laisser tout simplement le mot de la fin. Peut-être parler aussi, si tu veux, en 1-2 minutes, parler des projets qui vont peut-être arriver en 2024-2025. Et voilà, puis encore une fois, bah, écoute, merci pour ton intervention. Ouais, le mot de la fin, déjà, c'est merci à toi parce qu'on est très content de travailler avec des communautés comme la tienne parce que ça nous fait grandir aussi d'avoir des retours et beaucoup de retours des membres sur soit quand ils posent une question, évidemment, comme ça on s'améliore, soit des retours en disant moi j'habite à Mulhouse, vous venez jamais à Mulhouse, bon, clic, on va essayer de venir à Mulhouse pour faire le prochain petit-déj. Donc on se nourrit évidemment des retours qu'on a de nos investisseurs et des communautés, donc on est très content d'échanger. Et sur les prochains mois, prochaines années, notre objectif, c'est pas d'être le numéro 1 du crowdfunding immobilier en France, c'est d'être plutôt la plateforme référence dans ce qu'elle fait. On veut être reconnu et pas connu. D'ailleurs, Balti, c'est sérieux, c'est carré, ils font les choses bien. Ils font pas un projet par jour, un projet par semaine, mais qui est très bien. Et comme on disait tout au début, de faire plusieurs produits et d'autres produits qui arrivent pour être une plateforme plus généraliste avec des projets court terme, moyen terme, des projets risqués, pas risqués, des projets en France, bientôt en Europe, des projets comme le FCPR, Citymakers qui font du coup ouvert sur d'autres plateformes. Donc on réfléchit à d'autres produits, d'autres thématiques, d'autres fonds pour toujours apporter quelque chose de nouveau aux investisseurs. On capitalise sur nos acquis et étant assez beaucoup entrepreneurs chez Baltis et chez Magellim, de créer d'autres produits, d'autres verticales pour qu'on puisse offrir d'autres solutions d'investissement à tout le monde avec un ticket d'entrée toujours le plus bas possible, même si sur le fonds FCP, on est plutôt à 5 000, là d'être à 100 € sur le crowdfunding. Donc là, on est toujours très ouvert à réfléchir à d'autres thématiques, à d'autres produits et d'aller rencontrer évidemment tout le monde à Bordeaux ou ailleurs pour se rencontrer et échanger. Super, bah écoute, merci encore, merci pour ton temps, merci pour tes réponses et puis je te dis à bientôt. Voilà. Ouais, ça marche Laurent, merci, à bientôt. Merci Alexandre. Salut.